Je m'appelle Sarah Jeanne Dubois, mais ici, à Westbrook. Tout le monde me connaît sous le nom de Tante Sarah. J'ai 85 ans, une vieille femme ridée, aux mains calleuses et aux cheveux blancs comme la neige, mais avec des yeux qui, dit-on, perçant de l'âme. Ce que je vais vous confier aujourd'hui, je l'ai gardé enfermé dans mon cœur pendant des décennies. Un secret si sombre qu'il pourrait faire trembler les âmes les plus courageuses. J'ai empoisonné 5 hommes, des monstres qui m'ont brisée, violée, réduite en esclavage pendant des années, et je l'ai fait goutte à goutte, sans jamais être soupçonnée. Oui, moi, une simple cuisinière illettrée. J'ai servi la justice dans leur tasse de café, les regardant s'éteindre un à un. Et pas un seul jour je n'ai regretté mon acte. Cette histoire n'est pas pour les faibles. Alors je vous défie, si vous avez le courage d'entendre la vérité crue. Donnez un coup de pouce à cette vidéo. Laissez un justice dans les commentaires et plongez avec moi dans ce récit de douleur, de rage et de revanche. Dites-moi, d'où m'écoutez-vous? Quel coin du monde entend ma voix? Écrivez-le dans les commentaires. Car j'aime imaginer mes paroles atteindre des lieux que cette vieille femme du Mississippi n'a jamais vus. Je suis née à Brookhaven, un hameau si petit qu'il n'apparaît sur aucune carte. Nous étions pauvres, tellement pauvres que la faim était notre compagne quotidienne. Mon père, Monsieur Étienne, travaillait la terre, un lopin rocailleux qui donnait peu, mais qui était à nous. Il se levait avant l'aube et rentrait après la nuit. Un homme silencieux mais bon, aux mains fortes. Ma mère, Madame Céleste, lavait le linge des riches au bord de la rivière, ses mains rougies par le savon dur, son dos courbé par l'effort. Mais jamais elle ne se plaignait. Tant que j'ai la santé, nous avons assez, disait-elle. Nous étions 8 enfants, entassés dans une cabane en bois, au sol de terre battue. J'étais la 3e, après mes frères aînés, Jacques et Antoine, qui aidaient aux champs, et avant mes cadettes Louise, Sébastien, Abigail, Joseph, Pierre et la petite Marie, née 1 an avant la mort de papa. Quand Marie est arrivée, maman était si usée qu'elle n'avait plus de lait. Nous nourrissions la petite avec du lait de chèvre dans une bouteille taillée dans du bois. Malgré la misère, il y avait de la joie à l'odeur de la terre après la pluie. Rare bénédiction dans le Mississippi, où le goût des haricots cuits lentement avec un peu de graisse de porc et une brindille de romarin du jardin de maman. Les jours de fête, quand la récolte était bonne, papa rapportait un morceau de viande et le pain de maïs doré embaumait la maison. Nous, les enfants, regardions par la fente du four, attendant que ce trésor soit prêt. Les matins commençaient avec le chant du coq, suivi des meuglements des vaches et des gazouillis des oiseaux. Merles, cardinaux, geais bleus. Un chœur que même le meilleur chef d'orchestre n'aurait pu organiser. Tout a changé quand papa est tombé malade. J'avais 12 ans. Une fièvre tenace l'a cloué au lit. Lui qui n'avait jamais manqué un jour de travail, il tremblait, suait, brûlait malgré les linges humides sur son front. Maman a tout essayé tisane, cataplasme d'argile et d'herbe. Rien n'y faisait. Elle a vendu sa bague de mariage et un crucifix en argent, héritage de son aïeul, pour payer un chariot jusqu'à la ville. Le médecin a examiné papa, lui a donné des remèdes coûteux, mais il ignorait la cause, typhoïde, malaria, ou une malédiction, disait-il. Papa est revenu, mais il s'éteignait. Une aube d'hiver, alors que le givre couvrait le sol, il a rendu son dernier souffle. Pas de veillée, funèbre digne, pas de cercueil. Les voisins ont cloué des planches pour l'enterrer sous un magnolia jaune. Maman pleurait en silence, car elle ne pouvait s'effondrer, 8 enfants dépendaient d'elle. La pauvreté, déjà présente, est devenue une maîtresse cruelle. Sans papa. Les récoltes déclinantes, Jacques et Antoine, trop jeunes, ne pouvaient remplacer sa force. Les animaux furent vendus un à un pour acheter de la nourriture. Bientôt, il devint clair que nous ne pouvions tous rester à la maison. Louise, ma cadette, fut la première à partir, envoyée
à 11 ans chez une famille riche pour s'occuper de leurs enfants en échange de vêtements usés et de repas. Puis Sébastien, à 10 ans, parti travailler dans une ferme, dormant dans une grange. Les nouvelles étaient rares, les promesses de bonne vie creuses. Maman s'affaiblissait, ses mains tordues par le labeur, ses yeux marqués de larmes qu'elle cachait. Mon tour est arrivé un après-midi brûlant. Un homme, Monsieur Harold Grayson, est arrivé chez nous, vêtu comme un seigneur, monté sur un cheval noir lustré. Il possédait une pension à Westbrook, le Bon Repos, et cherchait une jeune fille pour aider en cuisine. Il promettait un salaire, un lit, des vêtements propres, et même une chance d'aller à l'école. Pour notre famille affamée, c'était un miracle. Maman, le cœur lourd, accepta. J'ai emballé mes maigres affaires, 2 robes rapiécées, un peigne cassé, et le mortier et pilon en bois de ma grand-mère. Un trésor que je glissais dans un sac de jute. Cette nuit-là, maman m'enseigna ses recettes, me répétant d'être honnête et travailleuse. Le lendemain, l'adieu fut déchirant. Abigail s'accrochait à ma jupe, Pierre se cachait sous le lit, et la petite Marie pleurait sans comprendre. Maman me serra fort, glissant un sachet de tissu autour de mon cou, contenant une prière et un peu de terre de notre maison. « Pour ne jamais oublier d'où tu viens, murmura-t-elle. Je montai à l'arrière d'un camion, avec 2 hommes transportant des sacs de provisions. Harold chevauchant devant. En regardant en arrière, je vis maman et les petits agiter la main. La dernière image d'eux, gravée dans ma mémoire. Le voyage fut rude. 2 jours à cahoter sur des routes poussiéreuses. La nuit, nous campions près du chemin. Je cuisinais des haricots et du riz, dormant, enroulé dans une couverture fine. Mon sac comme oreiller. Une peur sans nom me serrait l'estomac. Westbrook était une ville bruyante, écrasante pour une fille de la campagne. La pension, un manoir délabré peint en bleu fané, semblait accueillante de loin, mais de près, la peinture s'écaillait. Le jardin était négligé, les planches du porche grinçaient. À l'intérieur, l'odeur de moisissure et de tabac imprégnait l'air. La réception abritait des chaises usées, une longue table pour les repas, et un coin avec des bouteilles d'alcool. Les chambres, une dizaine, étaient petites, sans commodité, avec 2 salles de bain communes. La cuisine, spacieuse mais sombre, avait un grand four à bois et un autre à gaz rouillé. Derrière, une pièce étouffante avec 3 matelas minces au sol était mon nouveau chez moi. Harold me présenta les autres filles, Lila, une 20aine d'années, au regard éteint, Mary, la 30aine, chargée du linge, et Beth, une nouvelle arrivée de mon âge, tremblante comme moi. Toutes avaient l'air brisé, marchant tête baissée, parlant à voix basse. Le travail commença à l'aube. J'allumai le four, préparai le café, le gruau, le pain pour le petit déjeuner des clients, puis aidai Lila pour le déjeuner, lavai la vaisselle, nettoyai, cuisinai le dîner, jusqu'à minuit passé. La première semaine, j'avais encore de l'espoir, pensant prouver ma valeur, mais quand je demandais timidement pour l'école, Harold éluda. Apprendre d'abord le travail, on verra plus tard. À la fin du mois, je réclamais mon salaire. Il éclata de rire, un rire qui ne touchait pas ses yeux. Un salaire, tu crois que tu as remboursé le voyage, la nourriture, le lit. Tout ça coûte cher, petite. J'essayais de protester, rappelant ses promesses, mais son regard dur me coupa. Si t'es pas contente, pars, mais sans argent, sans rien, comment rentreras-tu? J'étais piégée, pas employée, mais esclave. Il prit mon certificat de naissance, disant le garder en sécurité. Je ne le revis jamais. Puis vinrent les regards, pas seulement de Harold, mais des clients, des regards affamés, glissant sur mon corps. 5 hommes revenaient régulièrement à Harold. Le patron, gros, suante, toujours coiffé d'un chapeau même à l'intérieur, le colonel Amos,
un fermier maigre de 65 ans, aux yeux clairs et cruels. Craint pour sa brutalité, Jed, un marchand de bétail robuste, violent quand il buvait, Philippe, le banquier, élégant mais perfide, et le docteur Elias, veuf, dont les remords fugaces n'arrêtaient pas ses actes. Ils se réunissaient chaque pleine lune pour un dîner d'amis, un euphémisme pour une nuit de terreur. Nous servions des plats riches, cochons rôtis, poulets frits, jambalaya et des alcools coûteux. Après le repas, ils jouaient aux cartes, pariant argent, bétail, terre et nous. La première fois que je vis leur vrai visage, j'étais en train de servir le dîner. Le colonel Amos m'attrapa le poignet, si fort que je lâchai un plat. « Celle-là est nouvelle, Harold, demanda-t-il, m'examinant comme une bête à vendre. Presque prête à être goûtée, répondit Harold avec un sourire tordu. Je ne compris pas tout de suite, mais la peur me noua les entrailles. 15 jours plus tard, c'était l'anniversaire de Harold. Il voulait un gâteau de maïs à la pâte de goyave. Lila était malade. Mary ne savait pas cuisiner. Alors la tâche me revint. Le four à bois était capricieux. Le gâteau brûla d'un côté, resta cru de l'autre. Harold entra, sentit l'odeur de brûlé, et ses yeux se plissèrent. « C'est ça que tu fais pour mon anniversaire. Incapable !» hurla-t-il, avant que je puisse répondre. Sa main s'abattit sur mon visage, me projetant au sol. Le goût du sang envahit ma bouche. Il prit le gâteau brûlant et l'écrasa sur mon visage, la croûte calcinée me brûlant la peau. « Goûte, idiote !» cria-t-il. Les cloques marquèrent mon visage pendant des semaines. Une cicatrice visible de mon statut passe une employée, mais une chose. Détail révoltant. Quelques jours plus tard, Beth, la nouvelle, renversa un verre de vin sur la chemise du colonel Amos lors d'un dîner. Il l'attrapa par les cheveux, la traîna au centre de la pièce et la frappa avec sa cravache devant tout le monde. Elle hurlait, implorait, mais les autres riaient, encourageant Amos à lui apprendre la leçon. Harold força les filles, moi comprise, à regarder, disant « Voilà ce qui arrive aux maladroites ». Beth resta marquée à vie, un œil à moitié fermé, son visage déformé par les coups. Quand je tentais de protester, Harold me gifla, me traitant de petite chienne ingrate, et promit que je serais la prochaine si je parlais. Cette injustice, cette cruauté gratuite, fit naître en moi une rage bouillonnante, un feu qui ne demandait qu'à exploser. Les dîners d'amis devinrent un cauchemar mensuel. Après les cartes, Harold frappait 3 fois dans ses mains. Le dessert, annonçait-il. Nous, les filles, étions alignées, tremblantes, tête baissée, il nous inspectait, commentait nos corps, pariait sur qui choisirait en premier. Moi, la plus jeune, j'étais la plus convoitée. Chair fraîche, disait Amos, me caressant le visage avec un rictus. Jed me pinçait jusqu'à laisser des bleus. Philippe jouait au gentil, m'offrant des bonbons avant de révéler sa cruauté. Elias, silencieux, détournait les yeux, mais participait. Harold, lui, se vantait de nous posséder. La première fois, je résistais, criais, tentais de fuir. Jed m'immobilisa, ses mains comme des étaux. Plus elles se débattent, meilleur c'est. Ricana Amos. Ils m'entraînèrent dans la chambre de Harold, me jetèrent sur le lit, déchirant ma robe. 5 hommes contre une fille de 14 ans. Ce qu'ils firent, je ne peux le décrire sans que la honte et la douleur me submergent. Ils riaient, buvaient, commentaient, comme si j'étais un jouet. Le lendemain, ils prenaient leur petit déjeuner comme si de rien n'était. Pendant que je servais, le corps meurtri, l'âme brisée. Détail révoltant. Une nuit, après un dîner particulièrement brutal, Beth, désespérée, tenta de parler à Philippe, le banquier, pensant qu'il était le plus respectable. Elle le supplia de l'aider à s'échapper. Au lieu de l'écouter,
il la dénonça à Harold, qui organisa une punition publique. Ils attachèrent Beth à une chaise dans la salle commune, et chacun des 5 hommes la frappa à tour de rôle, devant nous toutes. Amos lui cassa 2 côtes, Jed lui fendit la lèvre, Philippe, avec un sourire hypocrite, lui murmura « Tu croyais vraiment que je trahirais mes amis pour une moins que rien ?» Beth ne parla plus jamais après ça, son esprit brisé autant que son corps. Cette trahison, ce spectacle d'humiliation, fit monter en moi une fureur si intense que je jurais qu'ils paieraient tous. 6 mois après mon arrivée, je vis une chance. Harold partit pour une vente de bétail, laissant la pension sans surveillance. Lila était malade. Mary occupée, je pris mon sac, mon mortier et pilon, et quelques pièces volées, et sautai par la fenêtre de la cuisine. Je courus, le cœur battant, goûtant une liberté fugace. J'atteignis la route hors de la ville, marchant des heures, les pieds en sang, mais un moteur gronda. Je me cachai dans un buisson, terrifié. Une voiture passa, puis un autre véhicule ralentit la camionnette de Jed. Il m'avait vu. Une petite souris qui s'échappe, railla-t-il. M'attrapant par les cheveux, il me traîna dans la ville, me forçant à marcher devant tout le monde, criant que j'étais une voleuse qui avait trahi son maître. Les passants détournaient les yeux. Certains riaient, de retour à la pension. Harold réunit Amos, Philippe, Elias et Jed. Ils m'attachèrent à une chaise dans la salle commune. Détail révoltant. Harold déclara que ma fuite méritait une leçon pour toutes les filles. Ils me battirent avec des ceintures, des poings, la cravache d'Amos et un morceau de corde mouillé par Jed, qui brûlait comme du feu. Philippe, avec ses bagues lourdes, ouvrit des coupures sur mon visage. Elias frappa moins fort, mais participa. Il riait, disant que je devais apprendre ma place. Puis ils m'enfermèrent dans la cave. Un trou sombre et humide, pendant 2 semaines, avec à peine de l'eau et des restes. Les rats couraient sur moi la nuit. Quand ils me sortirent, j'étais squelettique, brisée, mais quelque chose avait changé la peur, s'était mué en une rage froide, une promesse de vengeance. 1 mois plus tard, je rencontrai celle qui changerait tout Mademoiselle Clara, une herboriste âgée qui venait chaque jeudi vendre ses remèdes à la pension. Ses yeux vifs voyaient tous nos bleus. Notre terreur. Un jour, seule avec moi dans la cuisine, elle me prit le bras. « Je sais ce qui se passe ici. Petite, tu ne mérites pas ça. » Ces mots, les premiers à reconnaître ma douleur, firent trembler mon cœur. Elle me donna un sachet d'herbe contre la douleur, murmurant « Même la plante la plus fragile peut abattre un géant si on sait l'utiliser. » Je compris qu'elle m'offrait plus qu'un remède, une arme. Cette nuit-là, allongée sur mon matelas, écoutant les ronflements de Harold, je pris une décision. Je ne mourrai pas ici. Je survivrai et je ferai payer ces monstres. Le mortier et pilon de ma grand-mère, avec son compartiment secret, deviendrait l'instrument de ma justice. La graine de la vengeance était plantée, et elle grandirait, goutte à goutte, jusqu'à ce que justice soit rendue. Allongée sur mon matelas usé, dans l'obscurité étouffante de la petite pièce que je partageais avec Lila, Mary et Beth, je fixai le plafond, les ronflements de Harold Grayson résonnant comme un rappel constant de mon emprisonnement. Mais ce soir-là, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était plus seulement la peur ou la douleur qui brûlait dans ma poitrine. C'était une rage froide, calculée, une flamme qui ne vacillait pas. Les mots de Mademoiselle Clara tournaient en boucle dans mon esprit. Même la plante la plus fragile peut abattre un géant si on sait l'utiliser. Je serrai contre moi le mortier et le pilon de ma grand-mère, sentant sous mes doigts le compartiment secret, ce creux invisible où je cacherais bientôt ma vengeance. J'avais 14 ans. J'étais une fille illettrée, une ombre dans cette pension maudite du bon repos à Westbrook. Mais je jurais sur l'âme de ma mère, sur la terre de Brookhaven, que ces 5 monstres, Harold, le colonel Amos, Jed, Philippe et Elias, paieraient pour chaque larme, chaque cri,
chaque morceau de mon innocence qu'ils m'avaient volé. Ils m'avaient traité comme un objet. Une chose à briser, mais je deviendrais leur bourreau, goutte à goutte, dans l'ombre de leur mépris. Ce chemin, je le savais, serait dangereux. Mais je n'avais plus rien à perdre. La justice ne viendrait pas d'un shérif corrompu ou d'un tribunal pour les riches. Elle viendrait de moi, Sarah Jeanne Dubois, la cuisinière qu'ils sous-estimaient, et elle serait servie dans une tasse de café. Chaque jeudi, l'arrivée de mademoiselle Clara était mon seul répit, une lueur dans l'enfer de la pension. Elle venait avec ses paniers d'herbes, ses pots de baume et ses flacons de tisane, vendus aux clients pour leurs maux d'estomac ou leurs douleurs. Harold la tolérait, car ses remèdes fonctionnaient, et lui-même utilisait son baume pour ses douleurs dorsales. Mais pour moi, Clara était plus qu'une herboriste. Elle était une alliée, une flamme dans l'obscurité. Nos conversations, chuchotées dans les coins de la cuisine pendant que je l'aidais à ranger ses pots, devinrent des leçons secrètes. Au début, elle m'enseigna des remèdes simples, une tisane de camomille pour apaiser les douleurs internes, un onguent de consoude pour les bleus que les hommes laissaient sur ma peau. « Tiens, petite, bois ça après, tu sais, » murmurait-elle. Ses yeux pleins de compassion, ses gestes, si petits soient-ils, me redonnaient une once d'humanité. Puis, peu à peu, ces leçons prirent un tour plus sombre. La nature a deux visages, me dit-elle un jour, en me montrant une petite fleur violette et blanche, discrète, qu'on trouvait dans tous les jardins. C'est du gisson, une plante banale, mais mortelle si tu sais comment l'utiliser. En petite dose, elle affaiblit, en plus grande, elle tue, et le meilleur, elle ne laisse aucune trace. Elle m'apprit à reconnaître ses feuilles, à cueillir les fleurs loin des regards, à les sécher en secret, à les réduire en poudre fine avec mon mortier. Je devais faire bouillir la mixture avec de l'alcool, puis laisser l'alcool s'évaporer pour obtenir un poison inodore, insipide, invisible. Chaque étape était un rituel, un pas vers ma délivrance. Le compartiment secret de mon mortier devint mon coffre-fort. Sous le faux fond, je stockais des doses mortelles, soigneusement mesurées, prêtes à l'emploi. Personne ne soupçonnait une cuisinière. Une fille de 14 ans à peine capable d'écrire son nom. Il me voyait comme une ombre, une domestique docile. Cette invisibilité était ma force. Je décidai de commencer par le docteur Elias. Le plus vulnérable, en tant que médecin, il se croyait intouchable, diagnostiquant lui-même ses maux, prescrivant ses propres remèdes, s'il mourait d'une maladie naturelle. Qui oserait poser des questions chaque matin? Je préparais le café pour les clients de la pension, un rituel auquel personne ne prêtait attention. Dans la tasse d'Elias, je glissais une pincée de ma poudre, si fine qu'elle se fondait dans les grains de café. Il buvait, discutait, plaisantait avec Harold, ignorant que la mort s'infiltrait dans ses veines. Pendant des semaines, rien ne se passa. Je doutais parfois. Avais-je mal dosé Clara? M'avait-elle menti? Puis, au bout de 3 mois, Elias commença à se plaindre de fatigue, de douleurs articulaires. L'âge, sans doute, marmonnait-il, prescrivant des toniques inutiles. Au 6e mois, il était méconnaissable, sa peau jaunissait, ses yeux s'enfonçaient, il toussait sans cesse, il manquait les dîners d'amis. Trop faible pour participer, les autres se moquaient. « Elias, tu as besoin d'une femme pour te remettre d'aplomb. » 8 mois après le début de mon plan, on le trouva mort dans son lit, à la pension. Après 3 jours à soigner des patients, sa bouche était ouverte, figée dans un cri silencieux, comme s'il avait compris, à la dernière seconde, qu'il avait été vaincu. Infection généralisée, conclut un médecin venu d'une autre ville. Je servis le café aux invités du cortège funèbre, un café pur, sans mélange, pour tous, sauf un. En regardant le cercueil d'Elias descendre en terre, je ressentis un frisson. Non de peur, mais de puissance. J'avais pris une vie, et personne ne le savait. Le suivant fut Jed, le marchand de bétail. Sa violence était légendaire,
surtout quand il buvait. Détail révoltant. Une nuit, une nouvelle fille, Suzy, arriva à la pension. Elle avait 16 ans, des yeux pleins d'espoir malgré sa peur. Lors d'un dîner d'amis, Jed, ivre, la choisit. Elle résista, criant qu'elle voulait rentrer chez elle. Il la battit sauvagement, la traînant dans une chambre. Ses hurlements résonnaient dans toute la maison, mais personne ne bougea. Le lendemain matin, Suzy était morte, son corps couvert de bleu, abandonné dans la cave comme un déchet. Harold ordonna de l'enterrer discrètement dans une fosse commune, sans cérémonie, sans nom, une moins que rien de moins, dit-il en riant. Cette nuit-là, ma rage devint un incendie. Jed devait payer, et vite. J'augmentais légèrement la dose dans son café, exploitant son amour pour le whisky qui fragilisait déjà son foie. Les symptômes apparurent rapidement nausées. Maux de tête, fatigue qu'il attribuait à ses excès. Sa peau devint cireuse, ses yeux injectés de sang, il perdait du poids. Son corps enflait par endroits, se flétrissait ailleurs. « Tu bois trop, compadre », le taquinait Harold. Ignorant que l'alcool n'était qu'un complice, 1 an et 2 mois après le début de mon plan, Jed s'effondra au milieu d'une vente de bétail, écumant, convulsant. On l'emmena à l'hôpital, mais il était trop tard. Insuffisance hépatique aiguë, diagnostiqua-t-on. À son enterrement, personne ne pleura. Les gens chuchotaient sur ses beuveries, ses bagarres. Moi, je servis le café. Un sourire discret sur les lèvres, sachant que justice avait été rendue pour Suzy. Le colonel Amos était un défi. Maigre, résistant, méfiant, il buvait peu et surveillait tout. Je devais être prudente, une goutte de trop, et il remarquerait un goût étrange. Je commençais avec des doses minuscules, patiemment, dans son café du matin. Il fallut des mois pour que les premiers signes apparaissent d'une toux persistante, puis une difficulté à respirer. Il devint plus irritable, plus violent. Détail révoltant. Une nuit, lors d'un dîner, Amos, frustré par son corps affaibli, s'en prit à Lila. Il la frappa si fort qu'elle perdit connaissance, son visage ensanglanté. Harold, au lieu d'intervenir, rit. Ça lui apprendra à être plus docile. Lila survécut, mais elle ne parla plus jamais. Son esprit brisé. Ma haine pour Amos redoubla. Je continuais, augmentant légèrement la dose. Sa respiration devint laborieuse, comme si ses poumons étaient remplis de plomb. Lors d'un dîner, il s'effondra, violet, suffocant. Aucun médecin ne put le sauver. Emphysème pulmonaire, conclut-on, une maladie courante pour un homme de son âge. Son enterrement fut désert, même ses employés. Terrifiés par lui, ne vinrent pas. Je regardais de loin, servant le café, mon cœur battant d'une satisfaction froide. Philippe, le banquier, fut le suivant. Derrière son allure soignée, il était le plus cruel, utilisant son pouvoir pour humilier. Détail. Révoltant. Une veuve. Madame Claire vint à la pension chercher du travail pour nourrir ses enfants. Philippe, apprenant sa détresse, lui promit un prêt, mais à une condition, elle devait lui offrir sa fille aînée, une adolescente de 15 ans nommée Rose, désespérée. Claire accepta. Rose arriva à la pension, les yeux pleins de larmes, comprenant trop tard son sort. Lors d'un dîner, Philippe la choisit, se vantant de son acquisition. Ses cris hantèrent mes nuits, et je jurais qu'il paierait pour cette abomination. Je commençais à empoisonner son café, observant ses douleurs thoraciques, ses vertiges. Il consultait des médecins en secret, prenait des remèdes, mais rien n'y faisait. Il espaça ses visites, trop faible pour participer aux nuits de débauche. Les autres se moquaient, l'appelant vieillarde. 2 ans et 4 mois après le début de mon plan, Philippe s'effondra au milieu de sa banque, devant ses clients, terrifié, les yeux écarquillés. Crise cardiaque,
dirent les médecins. À son enterrement, sa femme pleurait discrètement, mais ses enfants semblaient plus préoccupés par l'héritage. Personne ne mentionna ses crimes au bon repos. Harold restait le dernier, le plus dangereux. Il commençait à se méfier, murmurant que quelque chose clochait, avec la mort de ses amis. Je devais être plus prudente que jamais. Sa dose était infime, constante, pour éviter tout soupçon. 3 ans après le début de mon plan, il n'était plus que l'ombre de lui-même. L'homme gros et imposant était devenu frêle. Sa peau flasque, ses yeux troubles, il souffrait de migraines, de troubles digestifs, de faiblesse. Il consultait des médecins, faisait des prières, rien ne l'aidait. Pourtant, même malade, il continuait à nous abuser. Bien que moins souvent, je ne pleurais plus lorsqu'il me touchait, je le regardais dans les yeux, un sourire imperceptible aux lèvres, sachant que son temps était compté. Une nuit, je préparais son café avec une dose légèrement plus forte, juste assez pour sceller son destin. Le lendemain matin, je frappais à sa porte, pas de réponse. J'entrais et le trouvais mort, figé dans son lit, le visage tordu de douleur. « Il est mort. »« Appelez un médecin » criai-je, jouant la servante affolée. Le docteur, perplexe, murmura « Tous ses organes ont lâché en même temps. » La tasse de café, encore pleine, resta intouchée sur la table de nuit. Personne ne soupçonna rien. Avec chaque mort, la pension s'effritait. Les clients se faisaient rares. Les filles retrouvaient un peu de souffle, mais ma rage ne s'éteignait pas. Ces hommes avaient détruit des vies, la mienne, celle de Suzy, de Lila, de Rose, de tant d'autres. Chaque goutte de poison était un cri de justice, un hurlement pour celles qui n'avaient pas survécu. Détail révoltant. Après la mort de Philippe, j'appris qu'il avait tenu un registre secret, caché dans son bureau à la banque, listant les filles utilisées à la pension, avec des notes sur leurs performances. Ce carnet, découvert par un employé et brûlé par honte, révélait l'ampleur de leurs crimes, des dizaines de noms, des vies brisées, traitées comme des marchandises. Cette découverte raviva ma fureur, confirmant que ma vengeance était juste. Harold mort, la pension fut vendue par un neveu indifférent, et nous fûmes libérés. Mais la liberté avait un goût amer. J'avais 17 ans, plus vieille à l'intérieur qu'à l'extérieur, sans famille, sans argent, sans avenir. Pourtant, Clara m'attendait. Elle m'ouvrit sa maison, un refuge modeste mais sûr, avec un jardin débordant d'herbes. Là, je commençais à guérir, à apprendre non seulement à tuer, mais à créer, à cuisiner, à transformer la douleur en force. Le chemin de ma vengeance était tracé, mais un autre s'ouvrait, celui de la rédemption. Pour moi et pour toutes celles que je pourrais sauver. Je me tenais là, dans la chambre silencieuse de Harold Grayson, face à son corps inerte, ses yeux grands ouverts fixant le plafond, figé dans une grimace de douleur. La tasse de café, celle que j'avais soigneusement préparée avec une dose fatale, reposait intacte sur la table de nuit. Aucun remords ne pesait sur mon cœur. Pas une larme, pas un tremblement. À la place, une paix profonde, presque sacrée, m'envahissait. J'avais 14 ans quand ces monstres m'avaient brisé, mais à 17 ans, j'étais devenu leur juge, leur bourreau, leur fin. Harold, le colonel Amos, Jed, Philippe, Elias, tous morts, emportés par mon poison, goutte à goutte, dans l'ombre de leur mépris. Ils m'avaient vue comme une chose, une cuisinière illettrée, invisible, mais cette invisibilité avait été ma force. J'avais servi la justice là où personne d'autre ne l'aurait fait. Pour moi, pour Suzy, pour Lila, pour Rose, pour toutes les filles dont les cris résonnaient encore dans mes cauchemars. Mais ce n'était pas la fin. C'était le début. Avec la mort de Harold, la pension du bon repos s'effondra, et moi, Sarah Jeanne Dubois, je commençais à construire une nouvelle vie, non seulement pour moi, mais pour toutes celles qui, comme moi,
avait été piétinée par des hommes comme eux. Ma rage, toujours brûlante, devint le carburant d'une mission transformer le poison de ma douleur en un baume pour guérir d'autres âmes brisées. Pourtant, même dans cette renaissance, la colère grondait encore, alimentée par les injustices qui persistaient, par ceux qui cherchaient à étouffer la vérité pour protéger leur nom. Ce récit est celui de ma vengeance, mais aussi de ma résurrection, et je vous mets au défi si vous ressentez la même fureur face à l'injustice, si vous croyez que les victimes méritent justice. Alors plongez dans ce dernier chapitre et laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Écrivez « justice » dans les commentaires et dites-moi, que feriez-vous face à un tel mal? La mort de Harold marqua la fin de la pension. Son neveu, un homme d'affaires d'Atlanta nommé Charles Grayson, apparut brièvement, indifférent aux horreurs commises par son oncle. Il vendit le bâtiment à un marchand local qui voulait en faire un entrepôt. Nous congédions toutes avec un maigre salaire du dernier mois, le seul que beaucoup d'entre nous reçurent jamais. Pour la première fois en 3 ans, j'étais libre, mais la liberté avait un goût amer. J'avais 17 ans, aucun foyer, aucun argent, et un cœur marqué par des cicatrices que nul ne pouvait voir. Où aller? Que faire? Je ne savais que cuisiner et nettoyer, des compétences forgées dans l'enfer de la pension. Ce fut mademoiselle Clara qui me sauva. Je n'ai pas un palais, mais un coin où tu peux t'installer, me dit-elle. Sa maison, modeste, au bord de Westbrook, était un havre de paix. Son jardin débordait de plantes, basilic, romarin, sauge, mais aussi camomille, mélisse, et ce gison mortel qui avait été mon salut. Chez Clara, je repris mon souffle. Elle m'enseigna plus que l'art du poison. Elle m'apprit à guérir, à préparer des onguents pour les blessures, des tisanes pour la fièvre, des plats savoureux qui faisaient chanter les papilles. Mon mortier et pilon, autrefois porteur de mort, devint un outil de création, broyant des herbes qui donnaient vie et saveur. Clara m'aida à décrocher mon premier vrai travail. Au restaurant Saveur de la Terre, un établissement modeste fréquenté par des ouvriers et des voyageurs. Le propriétaire, M. Julien, un veuf retraité des chemins de fer, me donna une chance malgré mon jeune âge. Je commençai par laver la vaisselle, éplucher les légumes, mais bientôt, il remarqua mon talent. « Où as-tu appris à cuisiner comme ça, petite ?» demandait-il, émerveillé par le goût que je donnais à une simple soupe. « Les femmes de ma famille », répondais-je, pensant à ma mère, à ma grand-mère, à Clara, qui était devenue une mère adoptive. Chez Saveur de la Terre, je trouvai ma voie. De laveuse de vaisselle, je devins cuisinière, puis chef. Les clients venaient pour la viande de Sarah ou les haricots à l'assaisonnement spécial. Mon nom devint synonyme de qualité. Mais la douleur de mon passé ne me quittait pas. Chaque nuit, je revoyais les visages de Suzy, de Lila, de Rose, leurs cris résonnant dans ma mémoire. Cette rage ne s'éteignait pas. Elle me poussait à faire plus. Une femme, Hélène, arriva un jour au restaurant, le visage tuméfié, fuyant un mari violent avec ses 2 enfants. Je lui offris un repas, un coin pour dormir dans l'arrière-salle, puis un travail de nettoyage. Ensuite vint Tessa, une adolescente de 15 ans, vendue par sa famille à une maison close déguisée en pension. Elle s'était échappée, pieds nus, terrifiée. Je l'accueillis, lui appris à cuisiner, lui donnai un refuge. Peu à peu, d'autres femmes affluèrent, comme attirées par un signal invisible. « Va voir Sarah, elle t'aidera », disaient-elles entre elles. Chaque femme que j'aidais renforçait ma conviction ce que j'avais fait, empoisonner ces 5 hommes, n'était pas un crime, mais un acte de justice. Sans eux, combien d'autres filles auraient été brisées, combien de Suzy, de Rose, auraient fini dans une fosse sans nom. Détail révoltant. Quelques mois après la mort d'Harold, j'appris une vérité qui raviva ma fureur. Charles Grayson, le neveu, devenu sénateur à Atlanta,
avait payé des officiels pour étouffer les rumeurs sur les horreurs de la pension. Il voulait protéger le nom de sa famille, effacer les traces des crimes de son oncle. Pire encore, il avait fait pression sur le shérif local pour détruire des plaintes déposées par d'anciennes filles de la pension. Des plaintes ignorées à l'époque, qualifiées de mensonges de filles perdues. Une de ces plaintes venait de Lila, qui, après des années de silence, avait tenté de dénoncer Harold avant de sombrer dans la démence. Apprendre que ces hommes, même morts, continuaient d'échapper à la justice par le pouvoir et l'argent, me rendit folle de rage. Je ne pouvais rester silencieuse. Anonymement, j'écrivis une lettre au journal local, détaillant les crimes de la pension, nommant Harold, Amos, Jed, Philippe, Elias, et accusant Charles de couvrir leurs actes. La lettre, publiée sous le titre « Les secrets du bon repos », provoqua un scandale. Charles nia tout, mais la vérité commença à se répandre, et des familles de victimes se mirent à parler. Cette victoire, bien que partielle, alimenta ma détermination à ne jamais laisser l'injustice triompher. Avec l'argent économisé chez Saveur de la Terre, caché dans une boîte sous le jardin de Clara, je rêvais d'avoir mon propre restaurant. Quand M. Julien, vieillissant, décida de vendre, je saisis ma chance. Clara me prêta ses économies, des bijoux, des pièces d'or, fruits d'années de labeur, et je promis de tout rembourser. J'achetai le restaurant, le renommai Gouttes du Sol, et commençai seul, cuisinant, nettoyant, gérant tout. Les débuts furent durs, mais les clients affluaient. Attirés par mes plats uniques, assaisonnés d'herbes que je cultivais moi-même, puis vint Rita, une femme battue, arrivée avec 2 enfants affamés. Je l'engageai, lui offris l'arrière-salle pour dormir. Ensuite, Joséphine, violée par son employeur, puis Marie-Carmen, fuyant un compagnon abusif, et Louise, une adolescente enceinte abandonnée, une à une. Ces femmes trouvèrent refuge chez moi. Je ne leur donnais pas seulement un travail, je leur apprenais à cuisiner, à gérer, à se tenir droite. Mon restaurant devint un sanctuaire, un lieu où les femmes brisées retrouvaient leur dignité. Détail révoltant. Un jour, un homme d'affaires local, M. Dupont, client régulier, tenta de recruter une de mes employées, une jeune fille nommée Connie, pour un travail dans une maison qu'il décrivit comme une pension respectable. J'avais entendu ses promesses avant. Quand je refusai, il menaça de ruiner mon restaurant, disant qu'il connaissait des gens influents, comme Charles Grayson, qui pourraient me faire fermer. Il insinua que mon passé à la pension pourrait être révélé pour me discréditer. Ma rage explosa. Je le confrontai, lui rappelant que les secrets de Westbrook n'étaient plus si bien gardés, effrayé par ma détermination et le scandale récent. Il recula, mais cet incident me convainquit que mon combat allait au-delà de la cuisine. Ces hommes, ces puissants, continuaient d'exploiter les vulnérables, et je devais faire plus. À 32 ans, alors que Gouttes du Sol fêtait son 5e anniversaire, je décidai de structurer mon aide. Un restaurant, même prospère, ne suffisait pas. Je créai la fondation Saveur et Savoir pour offrir une formation culinaire professionnelle aux femmes en détresse. La première année, 10 élèves apprirent dans la cuisine du restaurant. Le succès fut tel que je dus acheter un terrain à Westbrook pour construire un centre avec une cuisine industrielle, des salles de classe, des dortoirs et une garderie pour les enfants des étudiantes. Nous obtînmes des parrainages, des dons, le soutien de la mairie. J'engageai des professeurs, élargis le programme à la gestion, au marketing, à l'entrepreneuriat. Mes élèves ne sortaient pas seulement cuisinières, elles étaient prêtes à ouvrir leurs propres affaires. Bientôt, d'anciennes étudiantes lancèrent des restaurants, des pâtisseries, des services de traiteurs à travers le Mississippi. Je créai une marque, Gouttes du Sol, unissant ces établissements sous des standards de qualité, une identité commune et un menu de base agrémenté de spécialités locales. En échange,
les propriétaires versaient un petit pourcentage à la fondation, qui finançait de nouvelles formations. Ce qui commença comme un petit restaurant devint 6 établissements, un réseau de femmes fortes, unies par leur passé et leur résilience. Détail révoltant. Des années plus tard, je découvris que Charles Grayson, devenu un politicien influent, avait financé une campagne pour discréditer les victimes du bon repos, payant des journaux pour publier des articles qualifiant leurs témoignages de ragots de femmes hystériques. Une ancienne employée, Mary, tenta de témoigner devant un tribunal, mais fut humiliée publiquement, traitée de menteuse. Charles utilisa son pouvoir pour la faire interner dans un asile, où elle mourut seule. Cette injustice ralluma ma fureur. Je réunis des fonds via la fondation pour publier un livre anonyme. Les voix du silence, recueillant les récits des survivantes. Le livre, distribué dans tout le Mississippi, força une enquête officielle. Charles perdit son siège, sa réputation ternie. Ce fut une autre victoire, mais elle me rappela que la lutte ne finirait jamais tant que des hommes comme lui existeraient. Aujourd'hui, à 85 ans, je suis tante Sarah. Mes mains tremblent parfois en coupant les légumes. Mes jambes fatiguent après une journée en cuisine. Mais mon esprit reste vif. Mon cœur, malgré ses cicatrices, bat fort. Je ne gère plus le quotidien des restaurants. Mes filles de cœur, ces femmes que j'ai formées, sont devenues des entrepreneuses prospères. La fondation est dirigée par d'anciennes élèves. Et je suis une conseillère, gardienne des saveurs et du savoir. Je vis dans ma maison simple, avec mon jardin d'herbes et mon mortier et pilon, usés mais précieux. Parfois, en broyant du romarin, je pense au poison qu'il cachait autrefois, à ces 5 vies prises pour en sauver tant d'autres. Je n'ai jamais regretté. Si c'était à refaire, je le ferais sans hésiter. Peut-être avec plus de soin, mais avec la même détermination. À vous, jeune femme, j'offre ce conseil. Appris dans la douleur, écoutez votre instinct. Cette voix qui hurle quand quelque chose cloche. Fuyez les hommes qui vous contrôlent, vous rabaissent, vous frappent. Cherchez l'indépendance, votre argent, vos compétences, votre force. Entourez-vous de femmes qui vous soutiennent. Car ensemble, nous sommes invincibles. Ils peuvent tout vous prendre, sauf votre dignité. Si vous la gardez intacte, je suis Sarah, Jeanne Dubois, tante Sarah, et ceci est mon histoire, une histoire de douleur, de vengeance, mais surtout de résurrection. Si elle vous touche, si elle vous met en colère, partagez-la, écrivez « justice » dans les commentaires. Et dites au monde que les victimes ne se tairont plus. L'histoire de Sarah Jeanne Dubois, ou tante Sarah, est une fresque poignante, tissée de douleur, de rage et de résilience, qui résonne profondément dans le cœur de quiconque l'écoute. Ce récit, ancré dans les réalités brutales d'un Mississippi rural, transcende son contexte pour toucher des vérités universelles sur la condition humaine, la justice et la capacité de se relever des cendres d'un passé brisé. En tant que Français, où la littérature et la philosophie valorisent l'introspection et la quête de sens, cette histoire nous invite à plonger dans une réflexion sur le courage, la moralité et le pouvoir de l'action individuelle face à l'injustice. Elle nous pousse à examiner nos propres vies, à questionner les systèmes qui nous entourent et à tirer des leçons pratiques pour vivre avec dignité et solidarité. Le premier sentiment qui émerge en écoutant l'histoire de Sarah est une indignation viscérale. La jeune Sarah, à peine adolescente, est arrachée à sa famille sous de fausses promesses, pour être plongée dans un enfer d'abus et d'exploitation. Les détails de sa souffrance, les violences physiques et psychologiques, l'humiliation publique de Beth, la mort tragique de Suzy, le registre infâme de Philippe réveillent une colère profonde contre l'injustice et l'impunité des puissants. Dans la culture française, où l'on célèbre des figures comme Jeanne d'Arc ou les résistants de la Seconde Guerre mondiale, l'idée d'une femme seule défiant un système oppressif évoque une forme d'héroïsme tragique. Mais Sarah n'est pas une héroïne de légende, elle est une femme ordinaire, poussée à des actes extraordinaires par la nécessité.
Sa décision d'empoisonner ses bourreaux, goutte à goutte, dans leur café, soulève une question morale complexe. Peut-on justifier un tel acte? En France, où la justice est une valeur sacrée, incarnée par des figures comme Marianne, on pourrait être tenté de condamner Sarah pour avoir pris la loi entre ses mains. Pourtant, son histoire révèle une vérité dérangeante dans un monde où les institutions protègent les puissants, où les shérifs et les politiciens, comme Charles Grayson, étouffent la vérité. La justice doit parfois venir des victimes elles-mêmes. Cette réflexion nous pousse à interroger notre propre rapport à la justice. Que ferions-nous si nous étions à sa place, sans recours, sans voix? La résilience de Sarah est une autre leçon puissante. Après des années de traumatisme, elle ne se contente pas de survivre. Elle transforme sa douleur en une force créatrice. En ouvrant Goût du sol et en fondant la fondation Saveur et Savoir, elle offre un refuge et une nouvelle vie à des centaines de femmes brisées, comme Hélène, Tessa ou Rita. Ce passage de la vengeance à la reconstruction résonne avec l'idéal français de fraternité. Cette valeur républicaine qui met l'accent sur la solidarité et l'entraide. Sarah incarne une forme de sororité, unissant les femmes par leur douleur commune et leur désir de renaissance. En France, où des mouvements comme MeToo ont amplifié les voix des victimes, son histoire nous rappelle l'importance de créer des réseaux de soutien. Elle nous enseigne qu'aider les autres, c'est aussi se guérir soi-même. Sarah n'a pas seulement reconstruit sa vie, elle a bâti un héritage, un réseau de restaurants et une fondation qui ont transformé la vie de plus de 250 femmes. Cela nous inspire à chercher, dans nos propres cercles, des moyens d'agir pour les plus vulnérables, que ce soit par un geste, un mot ou une action concrète. Une leçon clé à appliquer dans nos vies est l'importance de l'indépendance. Sarah insiste sur ce point. Cherchez l'indépendance, votre argent, vos compétences, votre force. En France, où l'égalité des genres est un débat brûlant, son conseil est d'une actualité frappante. L'indépendance financière et intellectuelle est une arme contre l'oppression. Pour les femmes, en particulier, posséder ses propres ressources, un compte bancaire, des compétences professionnelles, un réseau de soutien, peut faire la différence entre la soumission et la liberté. Sarah a appris cette leçon dans la douleur, mais elle nous l'offre comme un phare, dans notre quotidien. Cela peut se traduire par des actions concrètes, apprendre une nouvelle compétence, économiser, ou s'entourer de personnes qui valorisent notre dignité. De même, son appel à écouter son instinct, cette voix intérieure qui signale un danger, est universel. Combien de fois ignorons-nous cette intuition par politesse ou peur du jugement? Sarah nous exhorte à lui faire confiance, à reconnaître les signes d'abus avant qu'ils ne s'aggravent. Une leçon précieuse dans un monde où les relations toxiques peuvent se cacher sous des masques de respectabilité. Enfin, l'histoire de Sarah nous confronte à la puissance de la mémoire et du témoignage. En partageant son passé, elle brise le silence, défiant ceux qui, comme Charles Grayson, ont tenté d'effacer les crimes du bon repos. En France, où la littérature et le cinéma, de Zola à Elle, de Paul Verhoeven, explorent souvent les vérités cachées. Son acte de raconter est une forme de résistance. Elle nous rappelle que parler, même des décennies plus tard, est un acte de courage. Cela nous incite à ne pas taire les injustices que nous voyons, que ce soit dans nos familles, nos lieux de travail ou nos communautés. Publier les voix du silence ou envoyer une lettre au journal local fut, pour Sarah, une manière de rendre justice aux victimes oubliées. Nous pouvons appliquer cela en dénonçant, même à petite échelle, les abus que nous constatons, en soutenant ceux qui osent en parler. L'histoire de Tante Sarah est un cri de rage, un hymne à la résilience, une leçon de vie. Elle nous rappelle que, même dans les ténèbres, nous pouvons trouver la force de nous relever, de combattre, de bâtir un monde meilleur. Si ce récit vous a touché, si la colère et l'espoir de Sarah ont résonné en vous, alors agissez, cliquez sur « J'aime »
Partagez cette vidéo pour que sa voix atteigne chaque coin du monde. Abonnez-vous à cette chaîne pour entendre d'autres histoires de courage. Et laissez un commentaire avec justice pour honorer les victimes qui se battent pour leur vérité. Dites-nous quelles leçons tirez-vous de Sarah. Comment allez-vous la mettre en pratique ensemble? Faisons entendre les voix qui refusent de se taire. L'histoire de Sarah Jeanne Dubois, ou Tante Sarah, est une fresque poignante, tissée de douleur, de rage et de résilience, qui résonne profondément dans le cœur de quiconque l'écoute. Ce récit, ancré dans les réalités brutales d'un Mississippi rural, transcende son contexte pour toucher des vérités universelles sur la condition humaine, la justice et la capacité de se relever des cendres d'un passé brisé en tant que Français, où la littérature et la philosophie valorisent l'introspection et la quête de sens. Cette histoire nous invite à plonger dans une réflexion sur le courage, la moralité et le pouvoir de l'action individuelle face à l'injustice. Elle nous pousse à examiner nos propres vies, à questionner les systèmes qui nous entourent et à tirer des leçons pratiques pour vivre avec dignité et solidarité. Le premier sentiment qui émerge en écoutant l'histoire de Sarah est une indignation viscérale. La jeune Sarah, à peine adolescente, est arrachée à sa famille sous de fausses promesses, pour être plongée dans un enfer d'abus et d'exploitation. Les détails de sa souffrance, les violences physiques et psychologiques, l'humiliation publique de Beth, la mort tragique de Suzy, le registre infâme de Philippe, réveillent une colère profonde contre l'injustice et l'impunité des puissants. Dans la culture française, où l'on célèbre des figures comme Jeanne d'Arc ou les résistants de la Seconde Guerre mondiale, l'idée d'une femme seule défiant un système oppressif évoque une forme d'héroïsme tragique. Mais Sarah n'est pas une héroïne de légende, elle est une femme ordinaire, poussée à des actes extraordinaires par la nécessité. Sa décision d'empoisonner ses bourreaux, goutte à goutte, dans leur café, soulève une question morale complexe. Peut-on justifier un tel acte? En France, où la justice est une valeur sacrée, incarnée par des figures comme Marianne, on pourrait être tenté de condamner Sarah pour avoir pris la loi entre ses mains. Pourtant, son histoire révèle une vérité dérangeante dans un monde où les institutions protègent les puissants, où les shérifs et les politiciens, comme Charles Grayson, étouffent la vérité. La justice doit parfois venir des victimes elles-mêmes. Cette réflexion nous pousse à interroger notre propre rapport à la justice. Que ferions-nous si nous étions à sa place? Sans recours, sans voix. L'histoire de Sarah nous rappelle que la justice n'est pas toujours un idéal abstrait. Parfois, elle est un combat viscéral, personnel, où la survie exige des choix extrêmes. La résilience de Sarah est une autre leçon puissante. Après des années de traumatisme, elle ne se contente pas de survivre, elle transforme sa douleur en une force créatrice. En ouvrant Goutte du sol et en fondant la fondation Saveur et Savoir, elle offre un refuge et une nouvelle vie à des centaines de femmes brisées, comme Hélène, Tessa ou Rita. Ce passage de la vengeance à la reconstruction résonne avec l'idéal français de fraternité, cette valeur républicaine qui met l'accent sur la solidarité et l'entraide. Sarah incarne une forme de sororité, unissant les femmes par leur douleur commune et leur désir de renaissance. En France, où des mouvements comme MeToo ont amplifié les voix des victimes, son histoire nous rappelle l'importance de créer des réseaux de soutien. Elle nous enseigne qu'aider les autres, c'est aussi se guérir soi-même. Sarah n'a pas seulement reconstruit sa vie, elle a bâti un héritage, un réseau de restaurants et une fondation qui ont transformé la vie de plus de 250 femmes. Cela nous inspire à chercher, dans nos propres cercles, des moyens d'agir pour les plus vulnérables, que ce soit par un geste, un mot ou une action concrète, par exemple, offrir une écoute, un emploi, ou simplement un espace sûr à quelqu'un dans le besoin peut avoir un impact profond, comme Sarah l'a fait pour tant d'autres. Une leçon clé à appliquer dans nos vies est l'importance de l'indépendance. Sarah insiste sur ce point
cherchez l'indépendance, votre argent, vos compétences, votre force. En France, où l'égalité des genres est un débat brûlant, son conseil est d'une actualité frappante. L'indépendance financière et intellectuelle est une arme contre l'oppression. Pour les femmes, en particulier, posséder ses propres ressources, un compte bancaire, des compétences professionnelles, un réseau de soutien peut faire la différence entre la soumission et la liberté. Sarah a appris cette leçon dans la douleur, mais elle nous l'offre comme un phare, dans notre quotidien. Cela peut se traduire par des actions concrètes, apprendre une nouvelle compétence, économiser ou s'entourer de personnes qui valorisent notre dignité. De même, son appel à écouter son instinct, cette voix intérieure qui signale un danger, est universel. Combien de fois ignorons-nous cette intuition par politesse ou peur du jugement? Sarah nous exhorte à lui faire confiance, à reconnaître les signes d'abus avant qu'ils ne s'aggravent. Une leçon précieuse dans un monde où les relations toxiques peuvent se cacher sous des masques de respectabilité, en France, où l'on valorise la liberté individuelle. Cette idée d'écouter son intuition s'aligne avec notre aspiration à l'autonomie et à la responsabilité de soi. Enfin, l'histoire de Sarah nous confronte à la puissance de la mémoire et du témoignage. En partageant son passé, elle brise le silence, défiant ceux qui, comme Charles Grayson, ont tenté d'effacer les crimes du bon repos. En France, où la littérature et le cinéma, de Zola à Elle, de Paul Verhoeven, explorent souvent les vérités cachées, son acte de raconter est une forme de résistance. Elle nous rappelle que parler, même des décennies plus tard, est un acte de courage. Cela nous incite à ne pas taire les injustices que nous voyons, que ce soit dans nos familles, nos lieux de travail ou nos communautés. Publier. Les voix du silence ou envoyer une lettre au journal local fut, pour Sarah, une manière de rendre justice aux victimes oubliées. Nous pouvons appliquer cela en dénonçant, même à petite échelle, les abus que nous constatons, en soutenant ceux qui osent parler. Ce témoignage nous pousse aussi à réfléchir à l'héritage que nous laissons, comment nos actions aujourd'hui peuvent-elles inspirer ou protéger les générations futures. 500 mots supplémentaires sur l'impact émotionnel du visionnage. Regarder la vidéo de l'histoire de Sarah-Jeanne Duboise est une expérience bouleversante, à la fois déchirante et galvanisante. Chaque chapitre, de la descente aux enfers à la Renaissance, est un uppercut émotionnel, la mise en scène, avec ses descriptions crues des abus et la voix tremblante mais résolue de tante Sarah, nous plonge dans un tourbillon de rage, de tristesse et d'admiration. Les détails des violences, comme le passage où Beth est battue devant tous, ou la mort de Suzy, laissent un nœud dans l'estomac, une colère qui brûle contre l'injustice en tant que spectateur français, habitué à des récits comme ceux de Victor Hugo, où les opprimés luttent contre des systèmes corrompus. On ne peut s'empêcher de voir Sarah comme une Cosette devenue Javert, une victime devenue justicière, les images de la pension délabrée, les gros plans sur le mortier et pilon, symboles de mort et de création, amplifient l'intensité dramatique, la musique, probablement un mélange de blues et de notes dissonantes, accentue la tension, tandis que les silences, après chaque mort, laissant place à une réflexion pesante. Ce qui marque le plus, c'est l'évolution de Sarah, voir une adolescente brisée devenir une femme qui redonne espoir à d'autres est une leçon d'humanité. La vidéo nous défie, elle nous force à regarder nos propres privilèges, à questionner notre inaction face aux injustices quotidiennes. Elle nous rappelle que, même en France, des abus se produisent dans l'ombre, dans les foyers, les entreprises, les institutions. Regarder Sarah, c'est ressentir une urgence, celle de ne pas détourner les yeux, de ne pas rester silencieux. Cette vidéo n'est pas juste un récit, c'est un appel à l'action, un miroir tendu à notre conscience collective. L'histoire de tante Sarah est un cri de rage, un hymne à la résilience, une leçon de vie. Elle nous rappelle que,
même dans les ténèbres, nous pouvons trouver la force de nous relever, de combattre, de bâtir un monde meilleur. Si ce récit vous a touché, si la colère et l'espoir de Sarah ont résonné en vous, alors agissez et cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo pour que sa voix atteigne chaque coin du monde. Abonnez-vous à cette chaîne pour entendre d'autres histoires de courage. Et laissez un commentaire avec « Justice » pour honorer les victimes qui se battent pour leur vérité. Dites-nous quelle leçon tirez-vous de Sarah. Comment allez-vous la mettre en pratique ensemble? Faisons entendre les voix qui refusent de se taire.